Avez-vous déjà senti ce poids sur votre poitrine juste après avoir dit oui, alors que tout en vous hurlait non? Cette sensation d'avoir acheté la paix extérieure au prix de votre guerre intérieure. Si vous connaissez ce conflit, alors comprenez bien ceci. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que votre âme se bat pour sa propre vérité. Cette souffrance est réelle, et elle est peut-être la plus solitaire de toutes. C'est la douleur de recevoir des compliments pour une gentillesse qui vous coûte votre intégrité. C'est l'épuisement de porter un masque souriant qui cache un ressentiment silencieux. Vous êtes devenu un expert dans l'art de satisfaire les besoins de tout le monde, sauf les vôtres. Le monde vous aime peut-être pour votre capacité à ne jamais faire de vagues, mais à l'intérieur, vous vous noyez dans les eaux calmes que vous avez vous-même imposées. Vous avez cru que c'était le prix à payer pour être aimé. Mais ce malaise qui grandit en vous, ce sentiment d'être un étranger dans votre propre vie, est le symptôme le plus sain d'une existence devenue inauthentique. Cette guerre silencieuse entre votre besoin d'approbation et votre désir d'authenticité frappe à la porte de votre conscience. Carl Jung, le grand explorateur de la psyché, ne la voyait pas comme une maladie à guérir. Il la voyait comme un appel. L'appel de votre soi le plus complet, l'essence de qui vous êtes, qui vous sommes de cesser de vous cacher derrière des masques et de commencer, enfin, à exister. Et cet appel est le début d'un voyage vers la seule liberté qui compte vraiment. Pour comprendre la nature de cette fissure intérieure, il faut d'abord observer elle, instrument que nous utilisons pour la cacher au monde, le masque de la gentillesse. Vous connaissez ce masque, vous le portez peut-être en ce moment même. Il est lisse, poli, toujours souriant. C'est le masque de la personne gentille, celui qui ne dérange jamais, qui acquiesce toujours, qui s'assure que tout le monde est à l'aise, sauf une personne, vous-même. Vous êtes devenu un expert dans l'art de l'effacement, un caméléon social si doué pour se fondre dans le décor des attentes des autres que vous avez oublié votre propre couleur. Ce comportement, vous l'avez peut-être interprété comme une noblesse d'âme, un altruisme. Mais la psychologie jungienne nous invite à regarder plus profondément. Ce n'est pas de la bonté, c'est une stratégie de survie. C'est la persona, ce masque social que Carl Jung a identifié comme l'archétype que nous présentons au monde. Un masque nécessaire pour interagir en société, mais qui devient une prison dorée lorsque nous oublions qu'il n'est qu'un masque, et non notre véritable visage. En le portant constamment, vous envoyez un message à l'univers et à vous-même. Mes besoins, mes désirs, mes limites n'ont pas d'importance. Seuls comptent ceux des autres. Et lentement, sans même vous en rendre compte, vous disparaissez. Ce sacrifice de soi commence comme un murmure, une petite concession ici, un oui non désiré là. Vous pensez que c'est anodin, et un simple geste pour maintenir la paix, pour éviter une tension inutile. Mais chaque oui qui trahit un non intérieur est une pierre que vous retirez de votre propre forteresse. Au début, la structure tient encore, mais continuez, et bientôt, les murs s'effondrent. Vous vous retrouvez exposé, sans défense, dans un territoire que vous avez vous-même cédé. La métaphore la plus juste est celle d'un royaume dont le souverain, vous, a décidé d'abdiquer en secret. Vous laissez les courtisans, les passants, les étrangers dicter la loi dans votre propre château. Vous mangez leurs restes, dormez dans les couloirs, tout en leur offrant le trône. Vous devenez un fantôme dans votre propre existence, hantant les bords de votre vie, observant les autres vivre à votre place, se nourrir de votre énergie, de votre temps, de votre espace. Cet auto-abandon n'est pas un acte passif. C'est un choix actif et répété, un rituel d'auto-effacement qui vous laisse vider, invisible et affamé de votre propre substance. L'invisibilité est la conséquence la plus cruelle de ce masque. À force de ne jamais montrer ce qui bouillonne en vous, vos opinions tranchées, vos désirs ardents, vos refus catégoriques, les autres finissent par ne plus voir qu'une surface plane et agréable. Ils ne vous aiment pas, vous. Ils aiment le reflet de leur propre désir en vous. Ils aiment le confort que vous leur procurez. C'est une connexion illusoire, aussi nourrissante qu'un mirage dans le désert. Vous êtes dans une pièce pleine de monde, mais personne ne vous voit vraiment.
On vous apprécie non pour votre profondeur, mais pour votre absence de dérangement. C'est une solitude abyssale. Vous devenez une page blanche sur laquelle chacun peut écrire sa propre histoire, un espace vide que les autres s'empressent de remplir de leurs propres drames et de leurs propres besoins. Et le plus grand des pièges, c'est que vous finissez par y croire vous-même. Vous croyez que votre valeur réside dans votre capacité à être ce miroir parfait, oubliant qu'un miroir, par définition, est vide. Cette dynamique est ce que la psychologie jungienne appelle une identification à la persona. C'est une fusion dangereuse où l'ego, notre sens du moi, s'identifie complètement au rôle social qu'il joue. L'acteur oublie qu'il est sur scène et croit être le personnage. Le danger est que pendant que la persona est sous les feux de la rampe, recevant des applaudissements pour sa complaisance, votre véritable soi, l'essence authentique de qui vous êtes, est reléguée dans l'ombre, cette partie de notre inconscient, où nous refoulons tout ce qui est jugé inacceptable. Votre colère, vos limites, votre non puissant, tout cela est jeté dans les cachots de votre psyché. Mais ce qui est dans l'ombre ne disparaît pas. Au contraire, il fermente, il gagne en puissance, et il se manifestera d'une manière ou d'une autre, que ce soit par une anxiété inexplicable, une fatigue chronique ou une éruption soudaine de ressentiment. Comprendre cela est le premier pas. Votre gentillesse n'est peut-être que le gardien de la prison où votre véritable âme est enfermée. Le bruit des clés qui tournent dans la serrure, c'est ce sentiment de malaise qui vous a amené ici aujourd'hui. Ce masque de gentillesse, si léger en apparence, a le poids d'une armure de plomb. Et son coup n'est pas seulement l'invisibilité, mais un lent et progressif anéantissement. La première conséquence est l'épuisement total. Vous êtes devenu une source publique où chacun peut venir puiser sans jamais se demander si la source elle-même n'est pas en train de s'assécher. Chaque « oui » accordé contre votre gré est une entaille dans votre réservoir d'énergie vitale. Ce n'est pas une fatigue ordinaire, celle qui se guérit par une bonne nuit de sommeil. C'est une fatigue de l'âme, une lassitude existentielle qui vient du fait de porter le poids des mondes des autres tout en laissant le vôtre à l'abandon. Vous êtes le pilier qui soutient l'édifice des besoins de votre entourage, mais vous sentez vos propres fondations se fissurer. Cette hémorragie silencieuse de votre force vitale vous laisse pâle et fragile, vous demandant pourquoi vous vous sentez si vide alors que vous donnez tant. La vérité est simple et cruelle. On ne peut pas remplir la coupe des autres en brisant la sienne. Vient ensuite le poison lent du ressentiment. C'est l'émotion de l'ombre par excellence, celle qui grandit dans les caves de votre psyché chaque fois que vous ravalez un non. Au début, c'est à peine perceptible, une pointe d'agacement, une légère amertume. Mais le ressentiment est un prédateur patient. Il s'accumule, goutte à goutte, jusqu'à former un océan acide en vous. Il teinte vos interactions d'un cynisme subtil, transforme votre sourire en grimace intérieure. Votre « bien sûr » avec plaisir est tenté par le fantôme de votre « comment oses-tu me demander ça ?» Ce ressentiment est en réalité le cri de votre soi authentique, la partie de vous que vous avez trahie. C'est une saine réaction à une situation malsaine. Carl Jung nous enseignerait que cette ombre n'est pas à rejeter, mais à écouter. Car ce ressentiment est une boussole. Il ne pointe pas vers la méchanceté des autres, mais vers la violation de vos propres frontières. Il est le gardien furieux de votre territoire intérieur bafoué. La troisième conséquence est peut-être la plus douloureuse, le profond sentiment de n'être jamais véritablement aimé pour qui l'on est. Les gens vous apprécient, bien sûr. Ils louent votre disponibilité, votre gentillesse, votre fiabilité. Mais ils n'aiment pas la personne, ils aiment la fonction que vous remplissez. Vous êtes devenu un service, une commodité. Ils aiment le masque, pas le visage qui se cache derrière. Cette réalisation est une solitude d'une profondeur terrifiante. C'est être l'hôte d'un banquet magnifique que vous avez préparé vous-même et voir que personne ne vous a gardé une place à table. On vous regarde, mais on ne vous voit pas. On vous entend, mais on ne vous écoute pas. Cette dynamique crée une faim insatiable de validation, car l'amour que vous recevez est conditionnel à votre soumission. Il ne nourrit pas, il entretient la dépendance.
Vous êtes piégé dans une quête sans fin pour mériter un amour qui, dans sa forme actuelle, ne sera jamais assez vrai pour vous guérir. Enfin, tout cela vous enferme dans un cycle auto-entretenu, une prison dont vous êtes à la fois le captif et le geôlier. En habituant les autres à votre disponibilité sans faille, vous avez créé une norme, une attente implicite. Votre entourage ne se demande plus si vous êtes d'accord, il présume que vous l'êtes. Ce n'est souvent pas par méchanceté de leur part, mais parce que vous leur avez appris que votre « oui » était la seule réponse possible. Tenter de dire « non » devient alors un acte de rébellion, une trahison perçue. Vous êtes confronté à leur incompréhension, leur déception, voire leur colère, ce qui renforce votre peur initiale du conflit et vous pousse à enfiler à nouveau le masque. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Vous avez peur de décevoir, alors vous dites « oui », ce qui rend la déception future encore plus grande lorsque vous serez enfin forcé de dire non. Vous n'êtes pas victime des autres, vous êtes prisonnier d'un script que vous avez vous-même écrit. Pour briser ces chaînes, il faut comprendre qui les a forgées. Le plan de cette prison n'a pas été dessiné par l'adulte que vous êtes, mais par l'enfant que vous avez été. Vous y avez été conduit par la main d'un architecte bien plus ancien. L'enfant que vous étiez, dans sa quête désespérée de sécurité et d'amour. Plongez un instant dans le silence de votre mémoire. L'enfant, dans sa dépendance totale, perçoit le monde à travers un prisme de survie. Pour lui, la colère d'un parent, son rejet, ou même sa simple indisponibilité émotionnelle ne sont pas de simples désagréments. Ils sont ressentis comme une menace existentielle, un abandon qui équivaut à une forme de mort. Dans cette situation, l'enfant, dans sa sagesse instinctive, fait un calcul brillant. Pour être en sécurité, pour mériter ma place, pour être aimé, je dois devenir ce que l'on attend de moi. C'est un contrat tacite, signé avec les larmes invisibles d'une âme qui apprend à se taire pour survivre. Le people-pleasing n'est donc pas né d'une faiblesse, mais d'une intelligence adaptative remarquable. C'était votre chef-d'œuvre, votre stratégie pour naviguer dans les eaux parfois dangereuses du monde des adultes. Pour honorer ce contrat, vous avez dû commencer un long et méticuleux processus de tri intérieur. Imaginez votre âme d'enfant comme un jardin sauvage, rempli de toutes les fleurs possibles, la colère rouge vif, la tristesse bleu profond, la joie solaire exubérante, le non ferme et bien enraciné. Mais l'environnement vous a appris que seules certaines fleurs étaient acceptables. Peut-être les fleurs pâles et discrètes de la docilité. Alors, vous avez appris à arracher les autres. Vous avez appris que votre colère était méchante, que vos besoins étaient égoïstes, que votre exubérance était dérangeante. Chaque fois qu'on vous disait « sois sage » ou « ne pleure pas », vous appreniez à cacher une partie de vous dans l'ombre. Vous êtes devenu le gardien vigilant de votre propre jardin, vous assurant que rien de mauvais ou de inacceptable ne puisse jamais voir le jour. Vous n'avez pas seulement appris à porter un masque pour les autres, vous avez commencé à le porter pour vous-même, pour vous protéger de votre propre nature jugée dangereuse. Ce processus devient autonome. Au début, la menace vient de l'extérieur, le froncement de sourcils d'un parent, la remarque d'un professeur. Mais à force de répétition, la voix extérieure devient une voix intérieure. Vous internalisez le juge. Il n'y a plus besoin que quelqu'un vous dise de vous conformer. Vous le faites vous-même, automatiquement. Cette voix devient le murmure constant en arrière-plan de votre vie d'adulte. C'est elle qui vous paralyse avant une confrontation, qui vous souffle que dire « non » est un acte d'une cruauté impardonnable, qui vous fait ressentir une culpabilité écrasante au moindre désir d'affirmation de soi. Ce gardien intérieur, ce censeur implacable, est l'écho fantomatique de votre passé. Il continue d'appliquer les règles de survie d'un monde qui n'existe plus, sans se rendre compte que le petit enfant sans défense est devenu un adulte capable de se protéger et de faire face au monde par lui-même. Vous obéissez encore à des lois qui sont devenues obsolètes. Et c'est là que réside la tragédie de ce mécanisme. La stratégie qui vous a sauvé la vie dans l'enfance est précisément celle qui vous handicape à l'âge adulte. Vous naviguez dans le vaste océan de votre vie actuelle avec la carte d'un tout petit étang. Cette carte, autrefois précieuse,
vous crie « danger » à chaque vague, à chaque courant, à chaque interaction qui demande de l'authenticité et de la confrontation saine. Elle vous indique que le seul port sûr est celui de l'approbation des autres, vous empêchant de découvrir les continents magnifiques de votre propre identité. Le monde adulte exige des frontières claires, la capacité à négocier ses besoins et le courage d'entrer en conflit pour défendre ses valeurs. Tout ce que votre carte de survie infantile vous interdit, vous n'êtes pas brisé. Vous utilisez simplement un outil dépassé pour une réalité nouvelle. Mais si cette carte est obsolète, par quoi la remplacer? Comment naviguer sans elle? C'est ici que la sagesse de la psychologie des profondeurs nous offre une nouvelle boussole, un nouveau chemin. Ce chemin porte un nom, l'individuation. Si l'habitude de plaire est la carte obsolète, alors l'individuation est l'art de devenir votre propre cartographe, de dessiner la carte de votre propre âme. Ce terme, au cœur de la pensée de Carl Jung, décrit le processus le plus sacré et le plus naturel de l'existence humaine. Devenir qui l'on est vraiment. Ce n'est pas un processus d'amélioration de soi pour devenir une meilleure version de ce que les autres attendent. C'est un processus de découverte de soi pour devenir une version plus authentique de ce que vous êtes déjà, dans votre essence la plus profonde. C'est le voyage héroïque qui consiste à passer d'un état de fragmentation, divisé entre le masque que vous montrez et l'ombre que vous cachez, à un état d'intégration et de totalité. L'individuation est le droit de naissance de votre âme. C'est la quête qui vous appelle à descendre de la scène sociale pour vous aventurer dans les paysages intérieurs de votre être, à la recherche du seul trésor qui puisse vraiment vous combler, votre soi authentique. Ce voyage commence par un acte radical, déplacer votre centre de gravité de l'extérieur vers l'intérieur. Il s'agit de développer une voix intérieure forte, une autorité personnelle qui supplante le vacarme des opinions et des attentes extérieures. Pendant des années, vous avez écouté les autres pour savoir quoi faire, quoi penser, qui être. Le chemin de l'individuation vous invite à écouter une autre source, la sagesse silencieuse de votre propre inconscient. C'est apprendre à déchiffrer le langage de vos émotions, de vos intuitions, de vos rêves. Ce ressentiment que vous sentiez, cette fatigue qui vous accablait, ce n'étaient pas des faiblesses. C'étaient des messages, des lettres envoyées par votre soi profond, vous suppliant de changer de cap. Développer sa voix intérieure, c'est commencer à traiter ces messages non pas comme des symptômes à éliminer, mais comme des guidances sacrées. C'est faire de votre propre ressenti la boussole la plus fiable pour naviguer votre vie. Une fois que vous commencez à écouter cette voix intérieure, l'étape suivante devient évidente. Vous devez construire un espace où elle peut être entendue et respectée. Cet espace est protégé par des frontières. Dans votre quête pour plaire, vous avez laissé les frontières de votre royaume intérieur sans défense. L'individuation est l'acte de les rebâtir, non pas par hostilité envers le monde, mais par amour pour votre propre âme. Une frontière n'est pas un mur pour isoler, mais la délimitation sacrée d'un temple. C'est la ligne que vous tracez dans le sable qui dit « Voici mon territoire, mon énergie, mon temps, mon bien-être. » Et il est précieux. Apprendre à dire « non » n'est plus un acte de rejet envers l'autre, mais un acte de dévotion envers soi-même. C'est un « oui » retentissant à votre propre valeur, à votre propre santé mentale et spirituelle. Chaque limite que vous posez est une pierre ajoutée à la forteresse de votre authenticité. Lorsque votre royaume est protégé et que vous écoutez les conseils de votre souverain intérieur, vous pouvez enfin commencer à agir en accord avec vos propres valeurs. C'est l'aboutissement du processus d'individuation, l'alignement de vos pensées, de vos paroles et de vos actions avec votre code d'honneur personnel, plutôt qu'avec le désir de validation. Vous ne vous demandez plus « Que vont-ils penser si je fais cela ?» mais « Est-ce que cela est vrai pour moi ?» Agir depuis ce lieu de vérité demande un courage immense. Cela signifie parfois décevoir, créer des vagues, être mal compris par ceux qui préféraient à votre masque. Mais c'est le prix de la liberté. C'est la différence entre être un reflet passif dans le miroir des attentes des autres et devenir une source de lumière autonome.
Ce chemin d'individuation peut sembler une montagne escarpée, une quête mythique. Mais comme tout grand voyage, il commence par un simple pas, puis un autre. Il existe des étapes concrètes, des gestes tangibles pour entamer cette libération. Car ce chemin vers soi n'est pas qu'une philosophie, c'est une pratique. La première étape, et la plus déroutante, est d'apprendre à accueillir la culpabilité. Car elle viendra. Dès que vous prononcerez votre premier « non » authentique, une vague de culpabilité menacera de vous submerger. C'est le réflexe conditionné, le système d'alarme de votre ancienne programmation qui hurle. Mais voici le secret. Cette culpabilité n'est pas un signe que vous avez mal agi. C'est le symptôme de votre guérison. C'est la fièvre de votre âme qui se désintoxique de sa plus vieille addiction. L'approbation. Voyez-la non comme une ennemie, mais comme la preuve tangible que vous êtes en train de changer. Saluez-la, respirez à travers elle, et ne reculez pas. C'est le cri de l'ancien masque qui se fissure, et c'est le plus beau son du monde, car il annonce votre libération. Ensuite, vous devez consciemment redéfinir la source de votre valeur. Jusqu'à présent, votre valeur était liée à votre utilité. Vous étiez un bon ami, un bon employé, un bon partenaire, parce que vous étiez serviable, disponible, facile. C'est la valeur d'un outil. Un marteau a de la valeur s'il peut planter un clou. Mais vous n'êtes pas un outil. Vous êtes un univers. Votre valeur n'est pas dans votre fonction, elle est dans votre être. Elle réside dans votre complexité, dans vos nuances, dans la totalité de qui vous êtes, ombre et lumière comprises. Votre valeur intrinsèque est absolue et non négociable. Commencez à l'affirmer par des actes. Chaque fois que vous posez une limite, vous déclarez à l'univers « Ma paix intérieure a plus de valeur que le confort de l'autre ». C'est un acte révolutionnaire qui déplace les fondations de votre estime de soi. Armé de cette nouvelle définition de votre valeur, vous devez apprendre l'art de décevoir. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est une compétence essentielle sur le chemin de l'authenticité. Acceptez de ne pas correspondre aux attentes que les autres ont projetées sur vous. Leur déception, lorsqu'elle survient, n'est pas votre responsabilité. C'est la conséquence de leur propre attachement à une version de vous qui n'était pas réelle. Vous n'avez pas à vous excuser d'être enfin vous-même. Imaginez-vous comme un phare. Un phare ne s'excuse pas de sa lumière puissante. Il se contente de briller, fidèle à sa nature. Apprendre à décevoir, c'est cesser de vous excuser pour votre lumière. C'est permettre aux autres de faire l'expérience de votre vérité, même si elle les met mal à l'aise. C'est le cadeau le plus honnête que vous puissiez leur faire, et que vous puissiez vous faire. Cependant, ne vous demandez pas de devenir ce phare en une nuit. La transformation est un processus graduel. Commencez petit, mais soyez d'une constance inébranlable. Le muscle de l'affirmation de soi a été atrophié pendant des années. Il faut le rééduquer en douceur. Refusez une petite chose sans importance. Dites « Non, je ne peux pas ce soir », sans donner une longue justification. Donnez votre opinion sur un sujet anodin, même si elle diffère des autres. Chaque petit acte est comme une graine que vous plantez. Chaque non est une goutte d'eau sur cette graine. La taille de l'acte importe peu au début. Ce qui importe, c'est la répétition. C'est la constance qui grave un nouveau chemin dans votre cerveau et dans votre âme, jusqu'à ce que l'authenticité devienne votre nouvelle nature, votre réflexe premier. Enfin, soyez prêt à incarner votre nouvelle norme et à en accepter les conséquences. En devenant plus authentique, en érigeant les murs sacrés de votre royaume, il est possible que le paysage de vos relations change. Certaines personnes, celles qui profitaient de votre absence de frontières, pourraient s'éloigner. Elles ne reconnaîtront plus le territoire. Laissez-les partir. Leur départ n'est pas une perte. C'est un filtrage. C'est un espace qui se crée. Et cet espace, c'est la loi de l'univers, sera comblé. Il sera rempli par des personnes qui sont attirées, non pas par votre masque, mais par la lumière de votre visage authentique. Des relations fondées non pas sur l'utilité et le service, mais sur le respect mutuel et une véritable connexion d'âme à âme. En suivant ces étapes, vous ne changez pas seulement un comportement. Vous orchestrez une renaissance. Vous répondez enfin
à l'appel le plus profond de votre être. Cette tendance à vouloir plaire n'a jamais été votre faiblesse. C'était votre terrain d'entraînement. C'était le creuset alchimique, la pression intense et nécessaire pour vous forcer à abandonner la carte des autres et à chercher l'or de votre propre âme. Seule une personne dotée d'une sensibilité et d'une empathie profonde pouvait apprendre à lire les besoins et les émotions des autres avec une telle précision. Ce n'était pas une erreur de programmation, c'était le développement d'un don. Le grand tournant de votre vie, le véritable début de votre individuation, n'est pas d'éradiquer ce don, mais de le rediriger. C'est de tourner enfin ce radar puissant, capable de sonder les profondeurs des autres, vers vos propres profondeurs. Votre plus grande blessure perçue est sur le point de devenir votre plus grande force. Si ces mots ont ouvert une porte en vous, abonnez-vous pour que nous puissions franchir le seuil ensemble. Nous sommes une communauté d'explorateurs des mondes intérieurs, apprenant à nous défaire des masques. Pour marquer votre engagement sur ce chemin, ou pour honorer le courage que vous avez déjà montré, commentez ci-dessous avec cette simple déclaration. Je choisis mon authenticité. Que chaque commentaire soit un écho, un rappel que nous ne sommes pas seuls sur cette voie. Partagez cette vidéo avec une âme qui, peut-être en silence, mène la même bataille. Maintenant, fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Cessez d'attendre la permission du monde pour être qui vous êtes. La quête n'est pas de trouver comment dire non. La quête est de devenir une personne dont le oui a une valeur immense, car il est rare, vrai et choisi. Embrassez le courage de décevoir, car c'est souvent dans l'espace créé par la déception des autres que naît le respect de soi. Votre existence n'est pas une excuse. Votre travail n'est pas de plaire au monde. Votre travail est de bâtir un royaume intérieur si vrai et si solide que le monde, enfin, n'aura d'autre choix que de vous rencontrer tel que vous êtes.